Ce que j'ai fait, à un moment donné, je m'étais fait un grand ami parmi, disons, les affichistes vivants et contemporains en Belgique, et notamment Julian Kay. Julian Kay avait un nom très américain, mais en réalité il s'appelait Julien Kay Molen et il habitait Zaventem. Julian Kay a été un des tout grands de l'affiche en Belgique dans les années 60, 70. Et au fond, il a pris la succession d'un autre grand de l'affiche, lui aussi disparu depuis très très longtemps. C'était Rohoni. Rohoni, qui venait de Hongrie, qui était arrivé en Belgique par la bande en quelque sorte, fouillant le régime là-bas dans les années, tout début des années 50, et qui est l'homme qui en Belgique a probablement produit le plus de 20 mètres carrés dans son existence de créateur belge. Il a fait des choses extraordinaires. Ce qui s'est passé avec Julian Kay, c'est que pour ses 50 ans, il a voulu faire un livre, et on a fait ensemble un bouquin. Julian Kay a fait une affiche qui est dans toutes les histoires de l'affiche, et dans tous les recueils, les meilleures affiches du siècle, etc. C'est l'affiche Chat Noir. Et pourquoi cette affiche est-elle si célèbre? C'est parce que c'est une des... Il y en a d'autres certainement, mais c'est une des rares affiches, et en tout cas en Belgique, je crois que c'est la seule affiche sans texte. Et où l'image d'elle-même donne le titre, quoi. Hein. Bon. Et alors il y a une anecdote très amusante à propos de cette affiche. C'est que les Cafés Chat Noir demandent donc à Julian Kay, enfin demandent à Vanni Pecot, qui était une grosse agence de publicité, dirigée par monsieur Vanni Purzel, que j'ai connu aussi d'ailleurs, personnage assez extraordinaire, demandent que Julian Kay leur fasse un projet d'affiche. Donc Julien réfléchit un peu, il était très marqué par le surréalisme, par Magritte, etc. Et il décide de faire cette affiche, donc avec la cafetière, noire, la fumée légèrement brune, et qui, quelque part, évoque le lait qu'on peut mettre dans le café, et les yeux verts des fèves de café, bien sûr. Et il présente son projet. On dit, pas possible, on va pas comprendre, il n'y a pas notre marque, etc. Refus. Et Julian Kay, je crois, si j'ai bon souvenir, prend sur lui de faire tirer son projet à 10 mètres carrés. Pas 20 mètres carrés, c'est une affiche verticale, donc 10 mètres carrés, la moitié. Et il l'a fait afficher, notamment, quand on a tiré quelques exemplaires, il l'a fait placarder Place Madou. Il fait ça, c'est fait fin de matinée, et bon, les gens sortent et entrent, mais viennent à la fenêtre, c'est la pause, et une fois que l'affiche est placardée, il y a des tas de types qui sont là aux fenêtres des bureaux des comptes chèques postaux aux étages, avec leurs tasses qui font comme ça. Et c'est gagné, Chat Noir imprime l'affiche et lance sa campagne, voilà. Dans le cas de Magritte, ça a été alimentaire à un moment donné. Magritte a fait des affiches, vous le savez, et il y a notamment cette affiche une des plus célèbres, c'est Prime Vert, parce que c'est la première affiche de Magritte où l'on voit apparaître ce rideau, cette embrasse, avec son embrasse que l'on voit dans pas mal de tableaux de Magritte. C'est une affiche qui est composée à un moment où Magritte n'est pas encore entré dans le surréalisme en peinture, quoi. Voilà une affiche qui marque dans sa carrière et qui est intéressante puisque c'est un élément de ce qu'on va retrouver souvent dans sa peinture par la suite qui apparaît là. Ce qui est intéressant pour Magritte, pour moi, c'est l'influence que la peinture de Magritte a eue sur l'histoire de l'affiche. Pas l'histoire de l'affiche chez Magritte, mais l'histoire de l'affiche en général. Parce que si l'on veut bien regarder la peinture de Magritte, et particulièrement la peinture surréaliste bien sûr, a eu un rôle énorme sur l'imaginaire des affichistes. Et elle continue d'ailleurs.
hein. Ben, le surréalisme, naturellement, il n'y a pas que Magritte, mais le surréalisme est certainement un moteur étonnant au niveau de la publicité, parce qu'il crée une sorte de décalage, de choc de l'image, de compréhension, non-compréhension pour certains, et ainsi de suite, qui est très, très symptomatique, quoi. Et c'est un peu comme ça que l'affiche est entrée dans les collections du musée, principalement l'affiche belge bien sûr, mais qu'il y a eu un intérêt qui a commencé à se développer. Et des tas d'autres gens se sont mis à travailler sur le domaine, voyant que ça fonctionnait. Il y avait un musée de la publicité à Paris, qui avait été aussi, qui partait d'une collection qui était la collection du musée des arts décoratifs, et qui d'ailleurs maintenant se retrouve de nouveau au Louvre. Et le musée de la publicité à Paris, le musée de l'affiche, se trouvait rue de Paradis, près de la gare du Nord. Et c'est un musée qui a eu une activité assez étonnante, et puis un jour il a disparu, on a rapatrié tout au Louvre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y avait aussi en Europe un certain nombre d'autres musées. Il y avait des musées en Allemagne, il y avait des musées en Pologne, bien sûr, il y avait des musées dans le nord de l'Europe, notamment en Finlande, où il y a une école de graphisme extraordinaire. Et bon, il n'y avait rien en Belgique. Alors, le fait que je commence là a fait que, tout à coup, à Liège, on est allé voir dans les réserves, on a dit bon, on a des affiches aussi, on s'est mis à travailler là-dessus, notamment un professeur, le professeur Minguet à l'université de Liège, qui a mis ses étudiants sur le coup, et bon, ils se sont mis à cataloguer, etc., et aussi fabriquer, bien sûr, une exposition. Donc ça a lancé vraiment tout un mouvement pour la Belgique.